Bonsoir, bonjour. Nous avons eu un gros problème sur cette conférence YouTube qui était pour moi exceptionnelle de tenter cette expérience et qui n'a pas réussi. Bon, voilà, ça fait partie des aléas de la vie, de sortir de la zone confort et d'entrer dans une nouvelle expérience, de faire les essais, les erreurs et de s'y reprendre. Donc je vous répète le but de ce moment sur YouTube qui était de répondre à plus de demandes que la chaîne habituelle que nous avons, qui nous permet d'avoir 200 personnes à la fois. Et là, il y avait tellement de demandes que je me suis dit, allons-y, entrons dans l'expérience. Alors, nous entrons dans la conférence, l'enseignement que je voulais vous transmettre sur la différence entre être esclave de ses émotions et être maître de ses émotions. C'est sûr que nous parlons de deux forces en opposition, l'esclavage et la maîtrise. Ce sont deux mouvements du pendule à l'intérieur de l'humain. Autant on peut être esclave de n'importe quoi qui est dans notre vie, de l'autre, de soi, d'un objet, de besoin, de compulsion, comme nous pouvons aussi devenir dans ce chemin d'individuation maître de nous-mêmes, maître de ce que nous vivons, maître face aux événements de la vie. Alors attention au mot maîtrise, parce que beaucoup de gens vont y voir la notion, oui, y percevoir la notion de contrôle. Et la maîtrise n'est pas le contrôle que l'ego peut exercer sur son monde intérieur ou sur le monde extérieur. Évidemment, à l'opposé de la maîtrise existe le contrôle. Puis à l'opposé du contrôle, mais le mot opposé n'est pas tout à fait juste, disons faisant partie de la dimension contrôle, existe l'esclavage. Alors les esclaves, dans une vision générale face à l'humanité, étaient contrôlés par des tyrans, des dictateurs. Et nous avons à l'intérieur de nous la capacité d'être un tyran, un dictateur envers nous-mêmes, comme nous avons aussi la capacité d'être un tyran, un dictateur envers les autres aussi, car nous pouvons réduire à l'esclavage les autres êtres humains, tout comme nous pouvons nous réduire à l'esclavage. Alors le thème est toujours au niveau des émotions, car c'est le but de la conférence webinaire, les conférences webinaires qui vont être offertes sur ce site, qui sont des conférences touchant la cohérence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est la cohérence émotionnelle? Comment nous pouvons vivre au quotidien notre intelligence émotionnelle? C'est une excellente question. Et c'est le but de cette conférence gratuite qui n'a pas été performante sur la chaîne YouTube et que je reprends dans un réseau plus privé et qui vous sera livré sur la chaîne YouTube dès demain. Demain, dimanche ou lundi, peu importe. Alors, bienvenue à cette rencontre et j'aimerais premièrement vous nommer que dans la fonction même de l'animalité en nous et chez les animaux, il existe des émotions. Alors souvent nous pensons les animal, réagissant seulement que par l'instinct et les lois de la survie sur Terre, les besoins fondamentaux pour se maintenir en vie. Relié à ces besoins fondamentaux, il y a des émotions. Les animaux sont capables de peur, d'agressivité. Alors, pourquoi est-ce que la peur et l'agressivité sont des émotions?
c'est que les émotions sont toujours reliées dans notre corps humain à une décharge hormonale. La peur, l'agressivité sont reliées à une décharge des surrénales, décharge de l'adrénaline dans notre corps. Alors, si vous avez des animaux domestiqués dans votre maison, vous pouvez très bien reconnaître que ces animaux vivent la gamme des émotions de la nature humaine, parce que plus ils sont près de vous, plus ils sont comme des éponges de vos émotions, et plus ils vont imiter vos émotions inconsciemment, consciemment, peu importe. L'animal peut être un duplicata dans sa domestication, excusez-moi, de l'être humain qui est le maître. Alors nous avons en nous une force animale qui vit des émotions qui sont de l'ordre du cerveau reptilien. Ce sont des émotions de base reliées à la vie ou à la mort, à la vie et à la survie, telles la terreur, la peur, l'agressivité, la fuite, la joie, la tristesse, c'est-à-dire la perte, le chagrin. Encore là, moi je vous nomme comme humaine ce nom d'émotion. L'animal, votre chien va pas, votre chat va pas vous dire « je suis triste, j'ai du chagrin, j'ai l'impression que je vais te perdre ». Non. Évidemment, peut-être dans le langage animal, vous pourriez comprendre. On le voit chez tous les animaux qui sont touchés par les humains ou qui se laissent apprivoiser par les humains, que ces animaux peuvent vraiment vivre des états de dépression, des états de honte, de culpabilité même, de tristesse et ainsi de suite. Et de joie aussi, de joie. Alors cette force animale émotionnelle existe à l'intérieur de nous. Et si nous ne la reconnaissons pas, nous pouvons inconsciemment nous nuire. Car si elle existe en nous, c'est que l'émotion est quelque chose de vivant à l'intérieur de moi, de complètement vivant à l'intérieur de moi. Et c'est entre autres un des propos de cette rencontre, c'est de vous nommer que nous sommes profondément vivants. Alors on voit dans les films de science-fiction, nous voyons des gens qui deviennent robotisés et qui ont perdu leurs émotions. Ou nous voyons aussi des robots qui ne devraient pas vivre d'émotions. Et malheureusement, dans les films, ah mon Dieu, ces robots, ou heureusement, ont une réaction émotionnelle, un sourire, à une impression, à un sentiment de perte ou à une naissance, à une mort. Alors, je me souviens des films de science-fiction que nous avons tous connus dans les Star Wars et tout, où les robots exprimaient des émotions. Et ça, c'est nous. C'est une magnifique symbolique qui a été utilisée par les réalisateurs de ces films. Ces robots, c'est nous, à quelque part. En ce sens que nous avons la capacité d'être vivants, et être vivant, c'est être vibrant. Je répète, être vivant, c'est être vibrant, vibrer. Alors, si je m'enferme dans des carapaces, des cuirasses, des enfermements, il se peut très bien que j'ai cette forte impression que je ne vibre pas.
que je ne suis pas vivant, je suis à moitié mort, à moitié vivant. Mais qu'est-ce qui nous rend vivants? Certes, c'est la vie, mais c'est aussi de laisser en moi se vivre mes émotions, les émotions qui circulent à l'intérieur de moi. Alors prenons l'exemple d'un enfant, un bébé. Un bébé peut soudainement vivre la joie. Waouh! Il est dans l'explosion de la joie. Et soudainement, si vous lui retirez l'objet qui suscite sa joie, il va devenir triste ou en colère contre le fait qu'on lui enlève quelque chose qu'il aime tout simplement, avec lequel il est en relation. Et ces émotions vont passer. Joie, tristesse, colère, joie, rire, tristesse, colère et ainsi de suite. Comme une forme de vague émotionnelle qui circule et qui n'est pas bloquée par le mouvement de vie de l'enfant, ou qui n'est surtout pas, tant mieux, bloqué par le parent qui l'accueille dans sa vague émotionnelle. Nous avons la capacité, à travers nos glandes, à travers notre sang, à travers la libération des hormones en nous, de vivre nos émotions. Je reprends le terme anglais, emotions, motion, in movement. L'émotion est un mouvement de vie en nous. Chacune des émotions que vous vivez décharge, libère dans votre sang une hormone. Évidemment, vous pourrez aller sur Internet et contempler l'hormone de la tristesse, l'hormone d'être déçu, l'hormone des frustrations, l'hormone de la colère, l'hormone de la joie et ainsi de suite. Tout a été très bien répertorié dans les sciences des études neurologiques finalement qui ont été faites sur les êtres humains. Alors l'émotion est vivante et c'est souvent ce qui nous fait le plus peur. Alors, je vais revenir au tout début que l'émotion est avant tout conditionnée, c'est-à-dire moi en tant que bébé, je vais vivre mes émotions. Je ne juge pas. La petite Marie-Lise ne juge pas ses émotions. Voilà, elle les vit. Quelqu'un à l'extérieur d'elle peut dire « Ah, non, ne sois pas triste. » Jugement sur l'émotion de la tristesse que le petit bébé vit. Ne sois pas en colère. Jugement sur l'émotion de la colère que le petit bébé vit. Ne sois pas trop joyeux parce que ça dérange la dépression du grand-père. Donc, jugement sur l'émotion que le petit bébé vit. Alors, si je suis un petit bébé qui est rempli de... Je suis comme un animal, là, quelque part, dans un sens figuré, évidemment, je capte, je reçois, je suis éponge des émotions des autres et des miennes. Et à quelque part, quand je commence à développer ma pensée logique, et même avant de développer ma pensée logique, je suis très intelligent comme enfant. Et avec mon regard, ma peau, mon ressenti, tout mon corps, mon petit corps, mon être, je sais ce qui fait plaisir à maman, ce qui fait plaisir à papa, ce qui amène un sourire magnifique chez ma maman
et ce qui amène un sourire magnifique chez mon papa. Je vais m'adapter dans mon monde émotionnel pour faire plaisir et avoir ce sourire merveilleux de maman. Et je vais être là pendue à ses lèvres et à son regard. Et j'attends que maman me reconnaisse comme tout petit être parce que c'est instinctif. On n'est même pas au niveau d'une intelligence cérébrale, on est au niveau d'un instinct de survie. Alors, dans cet instinct de survie, c'est bâti, évidemment, c'est créé, c'est construit un conditionnement émotionnel très important, très, très important. Qui va mener longtemps ma vie jusqu'à temps que je me réveille et que je me questionne sur les émotions que je vis. Est-ce que je vis des émotions? Est-ce que je suis esclave de certaines émotions? Est-ce que j'ai tendance à, face à quelqu'un qui a des émotions devant moi, de dire « Ah mon Dieu, non, moi, la colère, je suis incapable. Ah, Satan, la colère, Satan. » Vous savez, une réaction de défense extrême, refusant l'énergie de colère chez l'autre, parce que ça vient chercher en moi une colère que j'ai bien refoulée en tant que bonne fille et bon garçon. Refoulée, refoulée, refoulée. Alors évidemment, quand l'autre en face de moi vit des émotions, je suis perturbée parce que ces émotions réveillent en moi mes émotions. Réveillent en moi une réaction d'accueil ou de défense par rapport à ces émotions. Finalement, c'est très facile de découvrir, est-ce que je suis esclave de mes émotions? Est-ce que je suis esclave des émotions de l'autre? Et, excusez-moi, je répète cette question. Est-ce que je suis esclave de mes émotions? Ou est-ce que je suis aussi esclave des émotions de l'autre? Parce que l'autre peut très bien me contrôler, me manipuler par ses émotions. Attention, ce n'est pas que l'autre est dangereux, mauvais, etc. Non, non, non. C'est que l'autre, par ses émotions, me ramène à des émotions en moi que j'ai niées, que j'ai refoulées, que je ne veux pas voir. Parce que justement, j'en arrive à ce propos de la rencontre, c'est que l'émotion est un mouvement de vie à l'intérieur de nous et face à ce mouvement de vie, nous avons été profondément conditionnés. En plus du conditionnement que nous avons reçu par les parents, l'éducation, etc., nous avons aussi développé nos propres armures, cuirasses, protections face à un monde émotionnel en nous qui nous perturbe, qui nous fragilise. Et c'est ça, être esclave de ces émotions, en ce sens que j'ai peur de mon émotion, parce que cette émotion me rend vulnérable. Alors, je vais prendre cette bouteille comme exemple de colère. Je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Et j'ai envie de mordre. J'ai envie de mordre. J'ai envie de mordre l'autre, j'ai envie de me mordre. Je suis en colère contre moi, je suis en colère contre l'autre. Mais si je me permets de reconnaître ça, qui est ma colère, je vais soudainement fissurer à l'intérieur de moi une protection, une muraille que j'ai établie, il se peut, face à cette colère. Donc au début, je l'ai mis à l'arrière.
Voilà, j'étais sans main, sans bras, et quand quelqu'un avait de la colère face à moi, je recevais les coups. Je recevais les coups. Parce que non, j'ai pas le droit d'exprimer la colère dans un conditionnement, supposément. Et soudainement, là, l'autre me rentre dedans, je commence à réagir un peu et la colère ressort de mon fauteuil derrière. Soudainement, j'ai une main qui porte ma colère, puis soudainement, j'ai une autre main. Et soudainement, ben, la colère en moi commence à bouillonner. Comme me disait quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui, qui me dit, voilà, j'ai 59 ans, terminé d'être le bon garçon. Terminé. Terminé de toujours dire oui, de ne pas affirmer qui je suis à 59 ans, mes félicitations. Donc, terminer d'être le bon garçon, par exemple, c'est de dire, ben, c'est pas que dire je suis en colère, c'est dire, ben, j'affirme quelque chose, j'affirme. Mais ce peut qu'en affirmant, j'ose exprimer une colère qui a été refoulée pendant peut-être 50 ans de ma vie. Là, je suis esclave de mon émotion. Parce que cette émotion refoulée me mène. J'ai pas envie d'être en colère, mais une bonne vieille colère qui revient. Parce qu'elle a besoin d'être entendue. Colère, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire, colère? Je vais t'écouter. Et je t'aime. Si je te rejette, si je te refoule, si je t'avale, si je te mords, si je me détruis, non, je suis toujours esclave de mon émotion. Je suis menée par une émotion pour X raisons que j'ai refoulées. C'est la même chose avec la tristesse. Donc la tristesse, je vais prendre une bouteille de parfum. Voilà. Alors, je suis attachée à ma tristesse. Ma mère était triste, mon père était triste, ou mon père était triste, ma mère était joyeuse. Peu importe, j'ai imité un parent triste. Et moi-même, j'ai épousé la tristesse en naissant parce que je n'étais pas contente de vivre, je n'étais pas contente de vivre. J'avais connu une vie intra-utérine super dure. Non, je n'ai pas envie de vivre. C'est dur la vie. Donc je regarde des photos de moi quand j'ai 4 ans, 5 ans et ce que je vois, c'est un enfant triste. Dans les yeux, sur la photo, cet enfant est triste. Il est triste. Donc, j'ai développé une identité de tristesse. Et moi, ma vie, elle est triste. Et je suis triste. Et je pourrais être une dame au camélia. Et je suis triste. Et quelquefois, je vais m'asperger de ma tristesse comme ça pour m'aider à me sentir encore plus triste. Parce que c'est une identité que j'ai en moi qui est bonne vieille tristesse. Donc, je vais la dessiner sur des tableaux. Pourquoi pas? Je vais la chanter. Je vais la mettre en musique. Oui, c'est une façon d'exorciser mon identité à la tristesse. Et pendant ce temps, je suis toujours esclave de ma tristesse. Alors, l'esclavage émotionnel fait partie d'une identité que l'on a positionnée sur des émotions qui ont été refoulées à l'intérieur de nous et qui ont fait leur place dans le corps, les articulations, les blessures du corps, les problèmes de peau, tout. Dans les yeux, les mâchoires, les dents, tout. Parce que le corps transporte les émotions. Le corps est une éponge émotionnelle. Alors, esclave de mes émotions,
je suis imbibée de mes émotions. Ce qui est merveilleux, c'est que ma personnalité, mon moi, mon ego, n'aime pas les émotions lourdes. Évidemment, si je suis triste, si j'ai perdu quelqu'un que j'aime et je pleure, évidemment, la société va dire, mais pas trop longtemps, ne pleure pas trop longtemps, allez, remonte la pente, allez, sois forte et tout ça. Excusez-moi, je n'y crois pas. Oui, si je veux devenir esclave de mes émotions, je vais complètement épouser mes émotions, les aimer, les cultiver comme un jardin intérieur de tristesse, de colère, parce qu'elles sont une identité à ma personnalité. Elles sont une forme de force à l'intérieur de moi qui, à la longue, me détruit. Parce que les émotions qui sont lourdes dans le corps physique créent un déséquilibre du système endocrinien, qui fournit les hormones, et du système immunitaire. Alors, je répète que la personnalité, le moi, n'aime pas ce qui vient le perturber. Le moi, la personnalité, l'ego, veut que la vie soit parfaite. Vous savez, une vie parfaite. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Ou s'il y a un échec, ça me perturbe. Si mon enfant a un échec scolaire, oh mon Dieu, ça défait mon beau cadre de perfection. Et vous savez, comme vous et moi, que la vie n'est pas perfection. La vie est une imperfection parfaite. Je répète, la vie est une imperfection parfaite. Alors, face à ça, dans l'esclavage émotionnel, je suis complètement manipulée par des émotions et encore plus par des états émotionnels. Je répète, des états émotionnels. Les états émotionnels sont tout simplement une grosse cristallisation de plusieurs cristallisations d'émotions. Ce qui fait que quelqu'un vous dit quelque chose ou quelqu'un vous dit non, je ne viendrai pas te voir. Non, j'irai pas au cinéma avec toi et vous vous effondrez. Ah non, vous n'allez pas vous effondrer, vous allez gérer, contrôler, mais vous allez être envahi d'une frustration, d'une colère incommensurable parce que l'autre vous a dit non avec amour. Non avec amour. Mais ce non, il ne rentre pas dans votre personnalité construite. Il n'est pas accepté parce qu'il n'est pas confortable. Le confort serait que l'autre dise oui à tous mes besoins, ce qui est impossible. Mais quelquefois, on est dans l'illusion que l'autre dise oui à tous mes besoins. On pense que l'autre est un objet qui devrait dire oui à tout ce que je suis et surtout pas dire non. Donc, quand le non vient, là, vous pouvez tester votre esclavage émotionnel. Vous pouvez tester jusqu'à quel point vous entrez dans une émotion qui n'a rien à voir avec la réalité extérieure, mais qui a à voir avec votre réalité intérieure. Et là, oups, il y a cette émotion qui vous percute et qui peut même vous persécuter. Et vous faites le beau et la belle, tout est parfait. Ah oui, ça va bien, mon chéri, ma chérie. Oui, ça va bien, ça va bien. Ça va, ça va. Et derrière, il y a un monde émotionnel qui bouillonne à l'intérieur de vous. Colère, tristesse, frustration, angoisse, honte, culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me dise non? L'enfer émotionnel.
l'esclavage émotionnel. Vous êtes toujours souriant devant l'autre, le bon garçon, la bonne fille, et en dedans, vous avez envie de tuer, vous avez envie de taper, vous avez envie de réagir, et vous ne le faites pas. Vous contrôlez. Et plus vous contrôlez, plus vous êtes esclave de vos émotions. Alors, j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Malheureusement, par cette transmission que l'on vit ensemble, il n'y a pas de possibilité de questions. C'est un peu frustrant et c'est ainsi. Donc, j'accueille. Alors, comment devenir maître de nos émotions? Premièrement, comment reconnaître que la vie est mouvement en moi et que les émotions sont réelles. Parce que la fermeture de nous-mêmes à nos émotions, peut aller jusqu'à dire que l'émotion que je vis est fausse. Imaginez l'auto-trahison que l'on peut se vivre, de douter de la vie à l'intérieur de vous. Alors, déjà, je vous informe que quelquefois, il y a des gens qui vont essayer de vous contrôler, vous, sur vos émotions. Et vous dites à quelqu'un, « Je suis triste ». Et la personne va dire, « Non, 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 moi, ce que je sens, c'est de la colère. » S'il vous plaît, n'acceptez pas ces formes d'intervention, à moins que ça vienne d'un psychothérapeute, psychologue, psychiatre, psychanalyste très coté dans le monde de la psychanalyse. Par qui a le droit de vous dire que ce que vous vivez n'est pas juste, c'est de la manipulation? Excusez-moi. Si quelqu'un vous dit « Non, c'est pas ça que tu vis, c'est ça que tu vis », oh wow! Signal d'alarme rouge. Arrêtez ça immédiatement. Là, vous avez devant vous votre tortionnaire, votre tyran. Car pour être esclave, il y a un tyran peut-être extérieur, il y a un tyran intérieur. Un esclave est toujours avec un maître qui dirige l'esclave. Et ce maître est un tyran, un dictateur. Si le dictateur est à l'extérieur de vous, mais vous l'envoyez promener. Et vite, vous allez retrouver le dictateur en vous, parce que, évidemment que vous avez un dictateur en vous qui entraîne votre esclavage émotionnel et qui va juger vos émotions, qui va juger les hormones qui circulent dans votre sang, et sur ça, vous ne pouvez pas mentir. L'adrénaline ne veut pas dire « Ah, ben c'est la joie ». Non, c'est de l'adrénaline. Et ainsi de suite pour d'autres émotions. Reconnaître ces émotions. Donc, dans la série de conférences qu'on va vivre ensemble, enfin, si vous vous joignez, évidemment, il y aura toute une étude du monde émotionnel pour que vous puissiez démêler le sandwich, ou au Québec on dit sandwich émotionnel dans lequel nous pouvons nous mettre. Je peux m'y mettre. Je l'ai bien connu dans ma maladie auto-immune de l'arthrite rhumatoïde. J'avais une sandwich émotionnelle énorme, qui est une confusion émotionnelle totale, et dont j'étais esclave, parce que la confusion, d'ailleurs, si quelqu'un veut manipuler quelqu'un d'autre, semez la confusion, première étape, puis après ça, vous pouvez aller prendre pouvoir sur l'autre. Alors, la confusion émotionnelle entraîne un esclavage extraordinaire des émotions. Comment développer la maîtrise? La maîtrise.
Maîtriser n'est pas contrôler. Contrôler, c'est refouler. C'est gérer avec l'ego. C'est gérer avec les forces d'une personnalité construite. C'est gérer avec un conditionnement. Il faut que. On m'a dit que. Je n'ai pas la permission de gestion égotique des émotions. La maîtrise, c'est complètement autre chose. Et la maîtrise vient par la connaissance de soi-même. Vous allez dire, oh non, pas encore, oh non, elle me revient avec la connaissance de soi. Excusez-moi, nous ne pouvons pas y échapper. Alors, si vous ne voulez pas vous connaître, si vous voulez rester des petits robots, des automates, et faire ce que les autres vous disent, et faire ce qu'on vous a dit dans l'enfance, ben voilà, je vous respecte, restez là où vous êtes. Si par contre vous voulez quitter cette forme d'automatisme, de conditionnement, de réflexe conditionné, et bien là, entrons ensemble sur le chemin de l'individuation, devenir une personne à part entière qui est capable de choisir par elle-même et pas sous l'influence de tout le monde, qui est capable de dire non, de dire oui, qui est capable de vivre la vie. Et la vie est émotion, la vie est ressenti, la vie est passion. Passion. Alors évidemment, oui, c'est important de devenir maître de ses émotions pour éviter que des parties de nous qui vivent des émotions prennent possession de nous, ce qu'on appelle le submergement émotionnel. Je le répète, le submergement émotionnel. Alors, dans le travail que je vis avec plein de gens sur la planète Terre et que je leur transmets la libération de leur carapace, de leurs armures, de leur cuirasse, derrière ces cuirasses, ces protections se cachent des émotions refoulées. Alors, si j'ouvre la cuirasse thoracique, il se peut que je pleure pendant 24 heures, 48 heures. Qu'est-ce que je pleure? Il y a une partie de moi qui pleure. Dans le deuil, c'est la même chose. Je viens de perdre mon grand ami Guy Corneau. Il y a une partie de moi qui pleure Guy. Mais qui pleure pas seulement Guy, qui pleure la perte des hommes que j'ai aimés dans ma vie. Il n'est pas le seul qui est parti. Donc, il y a une accumulation. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir réglé ces pertes. Et non, le fait que Guy reparte, à nouveau, je pense à mon époux, je pense à d'autres êtres chers que j'ai perdus. Et je pleure à nouveau ces hommes que j'aime. C'est beau. Pour ma part, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qui fait que je ne devrais pas pleurer les hommes que j'aime? En vous en parlant, l'émotion vient. Parce que cette émotion est reliée à un rêve, à une image, à plein de dimensions très, très, très intimes à l'intérieur de moi. Par contre, je ne vais pas me laisser submerger par l'émotion. Quand j'ai fait une rencontre avec vous pour vous remercier, il y avait des submergements émotionnels parce que la perte de mon ami que j'ai accompagné dans la mort était très très proche et il y avait des submergements émotionnels. Et je vous disais, il y a une partie de moi qui pleure le deuil, qui vit le deuil. Et d'autres parties sont vivantes.
Alors, évidemment, face à plein de maladies auto-immunes, il y a souvent, relié à ces maladies, souvent, des submergements émotionnels, qui sont, oui, reliés à des croyances, à des conclusions. Restons au niveau des émotions. Alors, si vous êtes submergé par des émotions, vous pouvez devenir maître de cette situation en donnant un temps à chaque jour à la partie de vous qui est submergée. Le submergement est comme un tsunami qui vient par rapport à un trauma, un événement, une phrase que quelqu'un pourrait dire et qui réveille en moi une vague émotionnelle que je peux maîtriser en donnant rendez-vous à tous les jours à la partie de moi qui essaie de prendre toute la place parce qu'elle est triste. Et Dieu merci, je suis vivante. Je suis toujours en amour avec la vie et cette partie de moi qui est submergée par les émotions, qui a envie d'être entendue de toute ma personnalité consciente. Alors la connaissance de soi est essentielle pour la maîtrise des émotions. On ne peut pas maîtriser son univers intérieur sans se connaître. Moi, je vous dis, ok, on entre dans une classe d'enfants, adolescents. Et je vous informe, c'est la pleine lune, ils sont vraiment excités. Et je vous dis, est-ce que vous pouvez être maître de cette classe? Première étape, connaître chacun des ados, prendre le temps de parler avec eux avant d'essayer de contrôler. Le contrôle, c'est mettre comme une forme de carapace pour gérer des forces qui nous font peur. Car malheureusement, les émotions font peur à beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait que les émotions font peur? C'est que l'émotion nous vulnérabilise. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est bon d'être vulnérable. C'est bon d'être sensible. C'est bon de montrer son cœur. C'est bon de pleurer. C'est bon de se mettre en colère sans attaquer l'autre. C'est bon d'être honteux. C'est bon de dire je me sens coupable. C'est bon de dire je suis joyeux. C'est bon de nommer. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de soi sans accuser l'autre. Ah, c'est ta faute si je suis en colère. Non. C'est toi qui me rends triste. Non. C'est à cause de toi que je ris moins. Non. Non. Ça, c'est pas la maîtrise. La maîtrise, c'est j'accueille la vulnérabilité. Parce que la vie est vulnérabilité. Elle est force, elle est vulnérabilité et elle est maîtrise. Pour maîtriser quelque chose, nous avons besoin d'une sensibilité, vulnérabilité. Nous avons besoin d'une force intérieure, d'une connaissance de soi. Cette force, cette connaissance, cette vulnérabilité, est sensible. Ce n'est pas une rigidité. Je suis maître. Non. Je suis maître. Lorsque la colère se présente à moi, je la reconnais, je l'accueille et je la gère en moi sans attaquer quelqu'un, sans m'auto-attaquer. Et je lui permets de vivre les fantasmes qui me viennent. J'ai envie de frapper l'autre, sans frapper l'autre. Fantasme. Et plus je permets ces fantasmes, plus l'énergie de la colère disparaît parce que derrière
l'émotion de la colère se cache la blessure fondamentale, une énorme, énorme chagrin et tristesse. Les émotions sont souvent des protections que l'on a construit dans notre enfance face à des états beaucoup plus vivaces de blessures fondamentales, vivants. Alors, maîtriser mes émotions, c'est m'aimer. C'est accueillir la partie de moi qui est émotive, lui permettre de se vivre sans que ça déséquilibre tout mon univers. Donc, donner un temps de dialogue avec cette partie-là de moi. Quand je vis une émotion qui me surprend, qui en moi vit cette émotion? Qu'est-ce qu'elle a à me communiquer? Et en agissant ainsi, nous évitons la maladie. Beaucoup de gens vont dire, mais oui, mais où sont où les émotions positives? Excusez-moi, les émotions positives, on ne peut pas se les imposer à soi. Non. Je ne peux pas dire, ah, aujourd'hui, je vais être positive. Non. C'est en réglant, c'est en maîtrisant, c'est en faisant connaissance avec mes émotions moins agréables pour ma personnalité et en les incluant dans tout mon être, en leur permettant de circuler comme on fait dans la méthode de libération des cuirasses où les émotions viennent et le guide dit « continue le mouvement ». Le mouvement va aider l'émotion à circuler. Ce qui en vient au propos dernier de cette rencontre, c'est la gestion, la maîtrise de nos émotions est la respiration. Quand je guide quelqu'un dans la méthode que j'ai créée et que cette personne vit une émotion qui vient de nulle part, mais qui était enfouie dans son corps, pouf! Je l'invite à respirer et je l'invite à poursuivre le mouvement du corps, le mouvement de la vie. La tendance que nous avons et ce qui nous rend esclaves, c'est de je bloque ma respiration, je juge mon émotion, je ferme les yeux, ferme les oreilles, je ferme la bouche. Et pendant ce temps, l'émotion se stocke dans les muscles, dans les articulations. Alors, devenir esclave de ses émotions, c'est vraiment se laisser balloter, ne pas se connaître, refuser d'être vivant, tout simplement, bloquer la respiration, bloquer le mouvement de vie, refuser d'être vulnérable. C'est ça, être esclave de ses émotions. Refuser d'être vulnérable. Refuser d'être sensible. Comme s'il fallait être dur dans la vie pour faire face à l'adversité. Combien de fois j'ai entendu ça dans mes séminaires? Il n'y en a pas d'adversité. L'adversité, elle est en nous. Maître de ses émotions, c'est se connaître. Quand une émotion vient, je la respire, je l'accueille, j'accepte d'être vulnérable, d'être touchée. Comme j'ai été touchée par la mort de mon ami Guy. Profondément touchée. Et c'est pas terminé. Je vais l'être encore. Je n'ai pas fini d'intégrer ce que ce départ rapide et tout l'accompagnement que j'ai fait à cet être cher a soulevé. La même chose avec la mort de mon époux, la même chose avec la mort de ma tante Thérèse, et ainsi de suite. Alors, je n'ai pas besoin d'attendre la mort pour devenir maître de mes émotions. Bienveillance avec moi-même, accueil, amour. Accueil, amour. Je vis une émotion. Waouh, je vis une émotion. Je suis vivant et vivante. Je suis vivant et vivante. Yeah! C'est beau la vie.
Ah oui, mon ego aime moins ça. C'est bon. L'ego peut s'assouplir et devenir maître. Merci beaucoup. Ça va être une rediffusion. Voilà, c'est tout. Avec amour. À bientôt dans la série de conférences. Merci.